Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Alors, à mes côtés, Nassira El Mouadem, qui est directrice et journaliste au Bondi Blog. Avec nous également Sarah Ichou, qui est notre journaliste du Bondi Blog. Nassira, peut-être tu vas commencer, puisque c'est aussi le Bondi Blog qui est ici pour discuter avec Jean-Louis Borloo un petit peu de quartier populaire, de son rapport sur l'avenir de ces 10 quartiers. Pas qu'un petit peu. Pas qu'un petit peu, 1 heure durant. À toi la première question. Merci Stéphane. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc remis votre rapport tant attendu sur la politique de la ville, le plan banlieue, peu importe comment on l'appelle. C'était jeudi 26 avril, le Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez échangé avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? À vrai dire, on l'a feuilleté ensemble, pour vous dire la vérité, les différents points. Mais enfin, on avait déjà pas mal travaillé. Vous savez, c'est pas un document que j'ai inventé tout seul dans mon coin. 160 pages, il est ici, ce rapport qui s'appelle oui. Vivre ensemble, vivre en grand. Oui, et en fait, pour une réconciliation nationale, Oui. qui est plutôt ce à quoi je tiens. Donc tout ça, c'est pas rapport Borloo, ça rime à rien. La vérité, c'est que il y a d'abord un certain nombre de maires désespérés, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Enfin, c'est ceux qui sont en première ligne. Toute tendance politique confondue, parce que, vous savez, quand vous êtes au front, il n'y a pas beaucoup de sujets de différence. Qui avait écrit au président, qui avait fait une tribune dans le JDD, je crois, au mois d'août, qui avait vu pleuvoir tout d'un coup l'arrêt des crédits de la politique de la ville. La baisse des contrats aidés. Voilà, oui, les contrats aidés, bien sûr, et puis l'histoire de l'APL. Bon, bref, ça ne s'est pas trop bien passé dans leur contact avec le gouvernement. Et ils m'ont appelé espèce de vieux, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que... Qu'on rappelle. Et non, mais pour vous expliquer le Ouais. processus, pas Le pour cheminement. raconter ma vie, parce qu'on ne comprend pas le cheminement, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Et je leur ai dit, écoutez, moi, alors ils voulaient faire grève de faim, oui, manifester, proprement parler, avant la rentrée parlementaire, faire quelque chose. Écoutez, moi, j'ai quitté la vie politique, je ne reviendrai jamais, les choses sont parfaitement claires. Ce que je peux faire, c'est essayer de vous aider à structurer, parce que il faut faire un moratoire sursis, vous voyez, enfin, plein de choses. Bon. Bref, tout ça s'est terminé dans le bureau du président, et qui m'a dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse vraiment pour changer la donne? J'écoute, il y a 2 choses dont je suis sûr. Un, c'est que le président de la République est le président des quartiers. Et les quartiers, c'est plus large que les quartiers à politique de la ville, c'est les quartiers alentours. C'est au fond tous ceux qui n'ont pas les mêmes conditions d'accès à la République. C'est une partie des Outre-mer. C'est aussi des villes en grand déclin, Forbach, Alès, Dedain, les Antilles, évidemment, quelques zones rurales. Bon. Et je veux bien faire ce travail, mais il n'y aura pas de solution si c'est juste le gouvernement. Voilà. Si on peut bâtir un diagnostic et des propositions, elles ne peuvent être bâties qu'en faisant un travail approfondi avec les communes, avec les agglomérations, les régions, les départements, les entreprises, les syndicats et les associations. Et au fond, ce rapport, moi je ne suis que le notaire d'un travail de diagnostic, puis de propositions très approfondies des uns et des autres. Sauf que maintenant, on attend évidemment la suite, ce qu'en fera l'exécutif. Pour l'instant, les messages qui sont adressés par certains membres de l'exécutif laissent pas présager quelque chose de positif. Juste, par exemple, Bernard Griveaux, qui est donc Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui dit, voilà, c'est une base de travail, qui prend soin aussi de répondre aux journalistes en disant, bon, c'est pas à Borloo de décider. On sent quand même qu'il y a une petite prise de distance, en tout cas, vis-à-vis de votre travail. Hein. Oui, non, franchement, là, moi j'ai rien à défendre, ça m'est complètement égal. Ça fait juste partie des moments un peu étonnants. Il est interviewé 1 heure après que je l'ai remis au Premier ministre, il ne l'a pas vu, il dit, bon voilà, ce que les gens disent, bon alors ça veut dire que... Là, stop, bon. Voilà, entre-temps, il m'a envoyé 3 SMS, il me dit, les médias veulent instrumentaliser. Tout ça, c'est anecdotique. Non, la vérité, pour revenir à votre question d'Édouard Philippe, oui. Je l'avais vu les 2 semaines qui ont précédé, j'ai vu toutes ses équipes, j'ai vu les équipes de Batillon, tout ça s'est construit
aussi avec Jean-Michel Blanquer de l'Éducation nationale, avec Muriel Pénicaud, avec... Ministre du Travail. Oui, pardon, la ministre du Travail, oui, surtout donc problème d'apprentissage et de formation professionnelle. Donc, si vous voulez, c'est un espèce de... Enfin, une espèce, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Qu'est-ce que, en fonction des capacités, des métropoles, des agglomérations, etc., qu'est-ce que, si on veut vraiment changer la donne, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas un plan Borloo, hein, c'est vraiment le concentré le plus précis possible pour montrer que c'est faisable. Oui. C'est parce que le pire, il y a deux choses épouvantables dans cette affaire. La première, c'est de continuer à diffuser qu'on aurait en gros mis des milliards et que ça sert strictement à rien. On y reviendra justement. Bon. Ouais. Et le deuxième, c'est que c'est pas faisable. Une espèce de fatalisme qui justifie d'ailleurs du coup de pas faire. Bon, les deux sont faux. Voilà, les deux sont faux. Et c'est ce que ce travail a permis de vérifier. Alors avant de rentrer dans le cœur un petit peu du travail, de ce travail en question, juste sur la méthode, pour une dernière question sur la méthode, sur, comme vous dites, c'est un concentré un petit peu, mais finalement assez institutionnel. Oui, on ne voit pas trop la place et la voix et la parole des habitants des quartiers populaires, des petites associations de terrain. C'est surtout voilà, des grands-mères, des préfets, des entrepreneurs, mais on trouve qu'on n'y voit pas, on n'y entend pas la voix des habitants des quartiers populaires. Bah, écoutez, c'est dommage. D'abord, je rappelle que les États généraux de Grigny, c'était des associations, il y en a près de 1000. Bon. Alors, ce n'est pas toute la France, ce n'est pas toutes les assos de France, mais enfin, c'est celles qui sont les plus concernées, qui sont sur le terrain, qui sont... passons-nous de Mohamed Bechmach, c'est le terrain. Il a été assez critique sur la méthode aussi, qui a été employée pendant les auditions et les groupes de travail qui ont été faits en amont. En amont, mais enfin, il y était. Bon, attendez, le but, c'est pas de faire un consensus. Bon, le but est de savoir, est-ce qu'il y a des vraies modifications à faire. On parlera, j'imagine, des travailleurs sociaux qu'on a mis dans une situation assez épouvantable, où on leur demande eux-mêmes de justifier leur travail en permanence, ils sont obligés de faire des dossiers invraisemblables. Bon, je ne l'ai pas inventé, j'ai vu les éducateurs de Saint-Étienne, enfin, tout ça. Alors, tout n'est pas parfait. Moi, franchement, loin de moi, l'idée qu'en 5 mois, on soit allé dans tous les détails de la société en ayant eu absolument tout le monde. À un moment, 5 mois, c'est 1000 heures à peu près de travail. Je sais pas, on a dû faire, moi j'ai dû voir 400, 500, non pas personne, mais réunions de travail, promener dans les quartiers, à Chanteloup. Non mais, je veux dire, il y a un moment où je pense que c'est un travail très consciencieux et méthodique. On va peut-être passer justement au contenu de ce travail que vous dites méthodique. Justement, avec Sarah Ichou, nous allons aborder un petit peu les questions d'éducation. C'est ça. Bonjour, Monsieur Borloo. Bonjour. Alors, l'école pose souvent problème dans les quartiers populaires. Et pourtant, dans votre programme, tout semble plus simple, disons. On se faisait la réflexion tout à l'heure, ça ressemble presque à un forfait all inclusive dans le sens où on a le club petit-déj gratuit le matin, la cantine gratuite aussi, et honnêtement je dénigre pas parce que c'est une très bonne chose. J'espère. Bien sûr, mais aussi un pôle médico-social, tripler le nombre d'élèves préscolarisés. Et donc au Bondy Blog, on couvre quotidiennement des situations de grandes difficultés dans les établissements des quartiers, et notamment en Seine-Saint-Denis. Et du coup, comment fait-on pour passer d'une situation qui est relativement catastrophique dans les quartiers au monde merveilleux que vous proposez? Ce n'est pas un monde merveilleux, c'est au contraire. J'explique qu'on ne peut pas laisser l'éducation nationale seule, considérant qu'il y a un format qui est applicable à peu près partout. Et quand la situation sociale, linguistique, urbaine est très difficile, c'est pas 2, 3 petits moyens en plus. Il faut, alors on peut rentrer dans le détail, toute une cité. Enfin, vous savez, c'est le vieil adage africain. Il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, en accord avec l'éducation nationale, bien sûr, tout ça, on a proposé d'abord qu'il y ait des moyens considérables qui soient donnés. Hein, vous avez peut-être vu 300 millions d'euros, c'est pas tout à fait rien. Justement pour faire tout l'encadrement complémentaire, le dédoublement intégral. Alors,
dans les quartiers de la Petite Ville et les quartiers populaires alentours. On ne va pas s'arrêter à une rue, bien entendu. Les équipes de réussite éducative, vous savez, c'est-à-dire ce regroupement de gens de l'extérieur, enfin de l'extérieur en accord avec l'école, bien entendu, hein, qu'on avait lancé il y a quelques années, qui se sont quasi éteintes. Ce qui est terrible dans toutes ces affaires-là, c'est qu'on lance des programmes. Ça doit dater de 2005, si ma mémoire est bonne. Ou de la loi Borloo. Oui, enfin, c'est cette époque-là, oui, c'était la loi de cohésion sociale. Bon. C'est toujours désagréable de donner son propre nom, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Bon. Mais qu'est-ce que je constate? Que ça s'est atténué, que ça s'est affaibli, que c'est beaucoup moins, qu'on en fait moins. Bon. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que d'abord, il y a énormément de force vive autour, hein, les différents programmes. Vous avez donc cette nouvelle armée de solidarité, hein, qui permet de réunir tous les travailleurs sociaux, quel que soit leur statut, dans le respect, bien entendu, de la confidentialité, du respect professionnel, mais des primes de convergence pour qu'ils puissent travailler tous ensemble, leur supprimer tous les problèmes de financement, d'administration épouvantables auxquels ils sont soumis et qui créent de la précarité, donc qu'ils soient à la disposition des établissements. Mais là, vous parlez des emplois aidés, par exemple, Monsieur Borloo, sauf que dans votre rapport, à aucun moment vous dites ce que vous attendez du gouvernement sur cette question-là. Aujourd'hui, par exemple, on est à moins de 200 000 emplois aidés, avec en plus une nouvelle formule où on impose en fait aux structures associatives de faire de la formation et de l'insertion, ce qu'elles n'arrivent souvent pas à faire parce qu'elles n'ont pas tout simplement la main-d'œuvre pour le faire. Et dans votre rapport, vous ne dites pas ce que vous pensez de la politique gouvernementale de suppression tout simplement d'emplois aidés, de division par deux. Alors, les personnes dont je parle, madame, ce ne sont pas des contrats aidés. Oui, mais les animateurs dans les écoles, etc. Non, mais attendez, là, si vous avez bien lu le programme qui concerne cette armée républicaine de solidarité, on parle de 35 000 personnes, c'est les centres sociaux, c'est les éducateurs de rue. Bon, ces gens-là, ils sont dans la précarité, c'est pas acceptable. Je demande qu'ils aient un statut pour leur mission. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon. Deuxièmement, d'abord, je déteste le mot contrat aidé. Je ne sais pas qui. Voilà, parce que je trouve d'ailleurs que c'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle des contrats d'avenir, ça s'appelle des contrats d'utilité. Enfin, le mot déjà, je trouve, veut dire bien des choses. Il y a une réforme qui a été faite, moi je ne suis pas du gouvernement, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, qu'ils évoluent pour qu'il y ait, ça s'appelle des PEC, des programmes de emploi, compétences, très bien, qu'ils en fassent 100 ou 200 000, parfait. Il n'en reste pas moins vrai que dans nos quartiers, il y a des fonctions sociales qui sont indispensables. Voilà. Et celles-là, ce n'est pas des contrats aidés. Alors moi, j'ai appelé ça des contrats associatifs ou contrats francs associatifs avec des primes de nuit pour qu'il y ait une stabilité. Même le contrat qu'ils appellent aidé, avec, je trouve, beaucoup de condescendance, ils étaient eux aussi trop courts, trop mal payés, trop incertains. Je préfère des vrais contrats à temps plein, associatifs. Avec des contraintes en plus sur le public à employer. Mais bien sûr, de 5 ans. Voilà. C'est les métiers les plus difficiles. C'est plus facile de construire le pont de l'île de Ré. Vous passez les commandes, des ingénieurs, ils ont des tableurs. S'occuper des gens, surtout ceux qui sont dans les plus grandes fragilités, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais là, en l'occurrence, je parlais des employés dans le secteur éducatif, notamment les assistantes auxiliaires scolaires dans les écoles, etc., et qui ont pâti du coup de la politique gouvernementale. Et vous parliez aussi du fonds de 300 millions d'euros que vous proposez. Peut-être un petit mot là-dessus, justement, Sarah. Bien sûr. Effectivement, donc ce fonds s'appelle le Fonds de solidarité éducative, si je ne dis pas de bêtises. En faveur des communes pauvres, entre guillemets. Donc celui-ci est donc de 300 millions d'euros, comme vous le dites, et au Bondi Blog, tout à l'heure, on a fait le calcul. Donc nous, on compte 7 834 écoles et collèges classés REP et REP+, en France. Donc, en divisant 300 millions d'euros, on arriverait à 38 294 euros pour dédoubler des classes, préscolariser des enfants. C'est pas pour la même chose. Vous avez deux choses. Vous avez le dédoublement des classes, qui me paraît indispensable. Bloc, mais... Oui, alors c'est peut-être mal rédigé, mais ça, c'est le budget de l'éducation nationale sur lequel on s'est mis d'accord avec Jean-Michel Blanquer. Bon. En plus, pour pouvoir
faire venir travailler les équipes extérieures, médicales, sportives, etc. Là, il y a un fonds complémentaire de solidarité. En fait, il y en a 2 au total qui font l'un 300, l'autre 160 dans de votre mémoire. rapport, vous mettez vraiment tout dans le même bloc, hein. On a bien vérifié. C'est bien à la fois effectivement dédoublement des classes, c'est bien les centres médicaux, etc. Enfin, il y a tout ça. Donc c'est vrai qu'on s'est interrogé sur la question du montant. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On m'a prévenu le mardi soir qu'il fallait que je le rende le jeudi matin. Ça devait être 15 jours plus tard. Alors, pour tout vous dire, à travailler toute la nuit avec des bénévoles, il peut y avoir tel ou tel poids de coquille. Voilà. D'accord, Ça mais peut c'est pour arriver. ça qu'on s'est posé Mais la vous question. avez raison. En tous les cas, pour moi, c'est central, l'éducation. Voilà. La petite enfance, c'est central. Et l'éducation et la cité éducative, c'est central. L'idée selon laquelle on peut avoir une éducation nationale partout, dans les mêmes conditions, qui est une idée de Jules Ferry, enfin, je veux dire, qui à l'époque était une avancée. Notre réalité urbaine aujourd'hui fait que ce n'est plus une avancée. Il faut donc donner des moyens beaucoup plus importants. Mais moi, mon rêve, c'est qu'on aille beaucoup plus loin. Voilà, j'ai essayé de faire les choses, non pas idéales, mais raisonnablement négociées, parfaites, en accord avec les enseignants, pour que ça change à cet endroit-là vraiment un peu la donne. C'est une dernière question peut-être justement Oui, sur la cité éducative. Sur la cité éducative, exactement. Donc ça apparaît comme une mesure phare de votre programme. Non, moi je pense qu'il faut tout faire. Oui. Justement, vous voyez, je crois qu'il n'y a pas de mesure phare. Il faut tout faire. Et donc, je rappelle, c'est un regroupement d'écoles, de collèges dans un même lieu avec une approche donc globale. Donc associations, structures jeunesse, centres de loisirs, etc. Mais donc dans le rapport, on n'a pas vu les parents d'élèves apparaître. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou pareil Non, vous avez... moi, j'ai peut-être écrit vite, mais vous lu peut-être un peu vite. Il y a justement une des salles prévues de parentalité. D'accord. Hein, vous l'avez dans le rapport. Regardez, page 2 ou 3. Justement parce que c'est extrêmement important. Vous avez 2 choses. Vous avez le programme base, BASE, et vous avez des salles prévues justement dans chaque collège et école permanentes pour les relations avec les parents. On n'a pas tout écrit, je veux dire. Moi, je crois beaucoup au petit déjeuner des mamans. Je crois beaucoup à un déjeuner, mais on ne va pas... Des mamans. Debout des papas. Non, vous avez raison. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. À vrai dire, je dis ça parce que j'étais à La Réunion l'autre jour dans l'océan Indien et il y avait un petit déj. C'est vrai qu'il y avait des mamans. Bon, comme ça, c'était l'habitude de ce collège-là du côté de Saint-André. On va peut-être passer à la question de l'emploi maintenant, la thématique emploi qui fait 2 pages dans votre rapport, monsieur Borloo. Plusieurs propositions dans votre programme. D'abord, vous proposez, je vous cite, de doubler l'objectif de 5% à 10% des heures de travail réservées à l'insertion des habitants dans les programmes de grands travaux financés notamment par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais étrangement, dans votre rapport, vous ne dites rien sur comment améliorer le système actuel qui pose problème selon certains acteurs de terrain. J'ai un exemple. Certaines entreprises et structures locales qui font de l'insertion s'estiment délaissées par les grandes entreprises de travaux qui ne font pas forcément appel à elles. Est-ce que, selon vous, il ne faudrait pas plutôt contraindre les grands donneurs d'ordre à passer des contrats avec les entreprises et les petites structures locales qui font de l'insertion pour justement pouvoir bien cibler sur les habitants des quartiers? Moi, j'ai essayé de regrouper les mesures phares principales. C'est pas si simple comme vous pouvez deviner. Ensuite, il y a des ministres qui sont en charge de ça. À eux d'optimiser chacune des situations. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mesure? Moi, je pense que c'est indispensable. Je pense surtout qu'il faut déjà relancer les travaux, tout simplement, qui sont arrêtés depuis 4 ans. Excusez-moi, mais enfin, c'est pas tout à fait rien. Il faut surtout que les entreprises respectent la loi en matière de contrats d'apprentissage. Il faut qu'il y ait des mises en réseau. Il faut qu'il y ait des zones franches réelles alors qu'elles étaient vidées de leur substance. Enfin, voilà, c'est tout. Moi, ma conviction, c'est que on peut parfaitement y arriver à condition que tout le monde joue le jeu et tienne compte des engagements qui ont été pris. Car une fois de plus, c'est pas mon rapport, c'est le point d'équilibre réel qui, sans être parfait, peut, en tous les cas, si on faisait tout ça, je pense qu'il y aurait déjà une nouvelle donne. Je ne serai pas dans le monde parfait, mais il y aura une nouvelle. Je pense que c'est important, effectivement, aussi de revenir sur le contenu même de vos propositions qui sont intéressantes. Dans l'une de ces propositions pour l'emploi, je vous cite, vous proposez une adaptation à titre expérimental des règles de recours au travail temporaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous voulez dire par là? Alors, moi, est-ce qu'il y a une des grandes entreprises qui dit, voilà, moi je suis prêt à signer un engagement instantané, immédiat de 20 000 emplois, mais est-ce qu'on pourrait
expérimenter. Mais c'est au Parlement de dire oui, on expérimente un an pour voir ce que ça donne. Ils ont un sujet, ne m'envoyez pas de détails exacts, mais ils ont un sujet de délai de carence. Alors, est-ce que c'est 12 semaines, 14 semaines qu'ils voudraient ramener à 8 Entre semaines la fin d'un contrat et le début d'un autre. Oui, absolument. Et alors, je l'avais vu avec la CFDT, la CGT. Et si on expérimentait pour voir, bon, il n'y avait pas de... Personne m'a dit oui, absolument, mais ça n'avait pas l'air de poser de friction, de regarder, de faire... Parce que 20 000 emplois exclusivement dans les quartiers, c'est pas tout à fait rien quand même. Bon. Donc, je trouve que ça mérite d'être regardé. Une fois plus, le gouvernement décidera, le Parlement décidera. Ça voudrait dire que finalement, on enlèverait un droit ou en tout cas Écoutez, les partenaires sociaux... une régulation sociale pour les habitants des quartiers qui en plus s'estiment déjà lésés à la base. Non, il ne s'agit pas de le retirer, il s'agit de leur proposer à eux en priorité des emplois, des CDI, et de voir avec les entreprises d'intérim s'il peut y avoir un assouplissement. C'est à regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils s'engagent, eux, de manière prioritaire. Vous savez, quel est notre problème central ? Le problème central, c'est quand on a le choix entre une adresse de quartier, une adresse qui n'est pas des quartiers, excusez-moi, on choisit à cette heure-ci plutôt ceux qui ne sont pas dans le quartier. Bon. Donc moi, j'essaie de pousser au maximum les feux pour que ça soit ça. De la même manière, pour l'apprentissage, quel est le sujet ? Il y a 17 000 contrats d'apprentissage qui ont été proposés dans les quartiers par les entreprises l'année dernière. 17 000. C'est juste pas possible. Donc, je demande que les entreprises, et on les a vus, on leur a dit, c'est pas possible de continuer comme ça. La loi, basiquement, c'est déjà 5%. Il n'y en a que 12% de ces entreprises de plus de 250 qui honorent l'engagement. Qui respectent la loi. Qui respectent la loi. Donc, on pourrait peut-être passer à... Vous savez combien ça fait ? Pour les plus de 250, ça fait instantanément 220 000 contrats proposés. Et je dis, établissons une règle, au moins qu'il y en ait 1,5 de ces 5, c'est-à-dire en gros 100 000, pour les quartiers. Alors, vous allez me dire, bon, oui, pourquoi pas ailleurs ? Parce que si on ne met pas un peu un paquet, parce qu'il y a la mauvaise adresse, parce que tout ce qu'on veut, eh bien, ça ira ailleurs. Qu'est-ce que je vous dis ? On est absolument d'accord, et ça fait des années qu'on parle de ça, qu'on dit effectivement qu'il faut que les entreprises respectent les clauses d'insertion sociale, etc., la politique de responsabilité sociale et environnementale. On est tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus loin, selon vous, et faire, par exemple, du name and shame ? C'est-à-dire de dire, bon, voilà, telle entreprise ne respecte pas, et on dit publiquement, comme on le fait, par exemple, sur la question d'égalité homme-femme, femme-homme, eh bien, on le fait aussi pour la question des discriminations à l'adresse ou les discriminations ethno-raciales. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous abordez dans votre rapport ? Et c'est pour ça que je vous pose la question. Je n'ai pas tout abordé. J'ai essayé de voir, en fonction de les régions, enfin, chacun, quand il est en responsabilité, comment on fait un effort marginal pour que tous ensemble, les trucs changent. Pour les transports, enfin, tout, les crèches, voilà, tout. Bon. Et moi, je n'ai pas fait le grand soir de tout. Hein. J'ai essayé sur les discriminations de manière assez précise, sans à chaque fois faire la révolution. Moi, ma conviction, c'est que si on fait ces 19 programmes avec tous ces opérateurs-là, vraiment la donne va changer. Maintenant, je reviens à votre question. Oui, bien sûr. Mais ça, j'espère que les ministres vont s'emparer de ça, vont aller plus loin, vont optimiser. C'est pas une Bible, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga. Je vous dis, voilà, ce qu'on peut vraiment très très vite faire et qui change. C'est ça l'idée. Bon. Les entreprises. Mais vous voyez, par exemple, sur vous parlez des chantiers, enfin, entre autres des causes sociales, mais les chantiers d'insertion par l'économie. Bon, j'ai mis un temps fou à comprendre qu'ils payaient la taxe d'apprentissage. Alors qu'ils devraient peut-être la recevoir, si vous voulez. Bon, voilà. Alors, j'ai vu avec à peu près tout le monde, oui, on doit les exonérer de taxes d'apprentissage. C'est pas une révolution, mais enfin, pour eux, c'est pas un détail. Voilà. Donc, c'est plein ou des choses centrales ou des points à débloquer. Mais moi, j'ai rien à défendre. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Pour être positif dans votre programme, Monsieur Borloo, même si vous dites que c'est pas le vôtre, c'est quand même vous qui le signez. C'est quand même. Je l'assume. Mais je l'assume. Mais je ne comprends pas trop l'espèce de position d'être accusé d'avoir passé 5 mois à essayer d'avoir fouillé, de ne pas avoir vu tel ou tel point. Non, mais je pense que c'est intéressant. Vous savez, je veux dire, il faut que tous les gens qui veulent que ça bouge dans les quartiers plutôt se donnent la main. Parce que les gens qui pensent que ça ne sert à rien, ils sont quand même nombreux. Il
Il y a une mesure justement qui fait plutôt l'unanimité dans le monde associatif. C'est la question de cesser de demander aux associations de répondre à des appels à projets qui leur fait perdre du temps. D'ailleurs, parfois, n'ont pas les moyens humains pour le faire et passent à côté aussi de subventions et surtout les empêchent de faire leur cœur de métier, c'est-à-dire leur activité au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien accueilli par les associations qu'ils demandent depuis un certain nombre d'années. Mais vous avez raison de dire que c'est demandé depuis longtemps. En fait, ce qui est demandé, c'est que ça soit plus simple. Oui, exactement. Mais au fond, moi, j'ai mis du temps à comprendre l'espèce de dérive. Qu'est-ce qui il y a 10 ans, il y a des gens budgétaires, j'imagine, qui ont considéré qu'il fallait faire des appels à projets. Enfin, moi, quand j'étais maire de Valenciennes, il n'y avait pas d'appel à projet. Non, mais vous savez, ça a commencé avec l'ANRU, cette logique-là. Ça a commencé avec l'ANRU, cette logique-là d'appel à projet. Pas quand je m'en occupais, pour autant que je me souvienne. Je connais quand même bien ça, c'est mon bébé. Bon. Et même si je suis très très triste de voir l'état de mon bébé. Bon. Mais absolument. Mais non, alors je ne sais pas, c'est devenu une mode. Est-ce que c'est l'influence de la mode européenne où il y a ces choses? Je ne sais pas comment c'est venu. En tous les cas, ce truc est fou. C'est-à-dire que des gens qui sont dans un système associatif, on leur demande de faire appel à projet. Ça veut dire quoi? Non, voilà, ils ont une mission. On trouve qu'elle est d'intérêt général. Ils demandent une subvention, elle est donnée. Mais voilà. Mais alors, appel à projet. Alors après, vous savez, il y a tout un savoir-faire de l'appel à projet. Il faut trouver la bonne phrase qui plaît au département, qui plaît à la ville. Il y a des entreprises de conseils d'appel à... Non, mais enfin, on est devenu un truc... bon. Donc, où on pense que c'est vital, parce qu'il y a deux catégories c'est difficile à dire, mais il y a quand même en gros deux grands champs associatifs. Il y a vraiment le bénévolat qui est un peu spontané, qu'il faut organiser, des gens qui ont du temps. Bon. Mais il y en a d'autres, c'est quasiment du service public délégué. En vérité, si vous faites du soutien scolaire, excusez-moi, ça pourrait être fait tout simplement, soutien scolaire gratuitement par l'État, par l'éduc. Enfin, donc il y a vraiment... Et ceux-là, on les met dans des situations épouvantables. Il y a un rapport qui a été rendu il y a 15 jours de deux parlementaires, Madame Buffet et un parlementaire. Lisez-le sur cet aspect-là. Ça fait froid dans le dos, c'est assez terrifiant. Dernière chose, Monsieur Borloo, ensuite on va passer à la suite. Il nous reste juste une petite minute pour aborder ce tout petit point que je voulais voir avec vous, toujours sur la question des associations. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée et qui nous a interpellés. Allez-y. C'est que vous écrivez qu'il faut, je cite, conditionner le soutien public aux associations à la présence réelle des femmes dans la gouvernance. Et alors, si on faisait la même chose, par exemple, sous l'Agence nationale de rénovation urbaine, eh bien, en fait, l'agence perdrait des crédits, puisque, en fait, aujourd'hui, ça, c'est la composition du conseil d'administration de l'ANRU, 39 membres et 28 hommes, donc uniquement 11 femmes. Pourquoi le proposer pour les quartiers et ne pas, par exemple, tout simplement l'élargir à l'ensemble des administrations et des agences publiques? Je vais vous faire un aveu. Cette situation, ce sujet de la femme dans les quartiers, qui est quand même assez central, sinon très central. Je veux dire, ma vérité, je trouve qu'on n'a pas été très bon. Et d'ailleurs, et c'est pas beau, c'est pas faute d'avoir, à chaque fois, reposé le problème. Alors, je vois ce qu'on peut faire en matière de permis de conduire, parce qu'il y en a que 22% qui ont le permis pour 72% au plan national. Je vois bien sur un sujet. Je vois bien sur les emplois de tremplin, les faire un peu plus féminins. C'est probablement maladroit, mais ça voulait dire, d'une certaine manière, faites attention. Il faut respecter un minimum de parité. Mais si vous pensez que moi, je suis content de ce que j'ai entendu, finalement, personne n'a vraiment de très bonnes solutions. Alors, on peut avoir des symboles, vous voyez, on peut avoir... Mais, bon, vous avez tous les chiffres, vous les avez lus, en termes d'emploi, en termes de mobilité, en termes de qualification. Je veux dire, la situation n'est pas exceptionnellement bonne. On va le dire comme ça. Le sens de la question de Nassira, c'était sur est-ce que le problème de la place des femmes est un problème uniquement des quartiers populaires ou de la société française en général? Parce que la question des conseils d'administration exclusivement masculins,
Ça n'est pas propre aux associations des quartiers populaires. C'est Notamment propre les à grandes l'ensemble. entreprises du CAC 40. On Voilà. pourrait en trouver certaines où il y a une Non, absence non, de mais femmes majeures. il y a une évolution assez lente en France. Hein, on va dire les choses comme ça. Mais enfin, moi, mon job, c'était surtout d'essayer de voir où est-ce qu'on a les dysfonctionnements les plus lourds, essayer de les comprendre et essayer de réparer les principaux. Je prétends. Moi, je ne suis pas membre d'un gouvernement, je ne présente pas une politique gouvernementale. Alors, on va revenir sur d'autres de ces dysfonctionnements actuels auxquels vous tentez de répondre. Merci Sarah qui va laisser la place à Cozy et Leïla qui vont nous retrouver. Avant, on va regarder justement une émission du Bondi Blog de nos partenaires ce soir qui s'appelle Ça vient de la rue et qui était consacrée au rapport police-population afin d'aborder les questions de sécurité dans votre rapport. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Ça vient de la rue, c'est la nouvelle émission du Bondi Blog. Politique, économie, justice, t'en as marre qu'on parle à ta place. Le Bondi Blog vient à ta rencontre et te donne la parole sur des sujets qui te concernent directement. Au cœur de ce premier numéro, la police de proximité, sauce Macron. Qu'en pensent les habitants du quartier d'Élochère à Sarcelles? On leur a posé la question. Si on regarde en arrière, c'est toujours la même chose. Police par-ci, police par-là, police par-ci, ça ne change rien. Les problèmes, ils sont toujours. Tandis que si on trouve de quoi occuper les jeunes, je pense qu'au lieu d'aller arracher un sac, il pensera plutôt à venir planter ses patates et ses salades pour ramener à sa mère. Tiens, maman, j'ai planté des salades, c'est bio, c'est bien propre, c'est mieux que celui que tu achètes au marché. Je sais pas moi, des trucs comme ça, moi c'est ce que j'essaie de faire ici. Je veux la police à proximité, au-delà vraiment des femmes qui se font agresser, des hommes, moi-même me faisant agresser. Moi, je suis de Sarcelles, et quand on me dit à l'extérieur, à Sarcelles, vous êtes des manches-pierres, j'ai jamais aimé qu'on nous appelle comme ça, mais je le comprends pourquoi, d'accord? Quand tu es là, des manches-pierres, ça veut dire que on se mange nous-mêmes. C'est ça que je veux qu'on change, moi. J'ai jamais dit que la police de proximité, ils vont arriver, ça va tout changer. Mais je veux qu'on essaye, non pas envers les dealers, comme on dit, ou les jeunes. Mais déjà, j'aimerais bien que la police, ce soit des gens qu'on puisse croiser sans se dire « Ah ouais, c'est menaçant ». Je suis désolée, la preuve tout à l'heure. On a tous entendu les flics passer, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous regardé, waouh, c'est un crime. Non, moi je veux la police de proximité pour simplement se dire, eh ben on les voit passer, qui passent. Comment on fait pour renouer ce lien-là de confiance? Pour le renouer, il va falloir beaucoup de choses. Il ne va pas falloir juste parce qu'il y a la police de proximité, ça je le dis bien. Il va falloir beaucoup de choses. Déjà, il va falloir que pour moi, nous de notre côté, quand on voit les flics, on n'est pas là à paniquer parce que c'est un crime, parce que c'est la police, parce que la police à la base, ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens qui nous défendent, qui veulent nous aider. Et au côté d'inverse, les flics, quand ils rentrent ici, c'est pas tout de suite en mode menaçant et on vous fouille et ceci. Fouiller, si je sais pas moi, il faut une descente, c'était prévu. Mais maintenant, des fois, ils passent par là, il n'y a rien à faire. Les gens sont bien, moi je vois les petites, elles sont là, il faut leur balançoire. Mais ils sont là, ils guettent, t'as l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Oh, c'est des habitations, je suis pour les raisons que je vous ai données. Du quotidien, donc pour sécuriser les choses, voilà. Même si tu ne penses pas que c'est ça qui fera que le lien de confiance sera renoué entre police et non, mais ce sera un bon début en tout cas pour certains endroits. Alors que pour toi, Edwige, c'est catégorique, c'est non, ça ne va rien changer. Et ça peut même apporter des problèmes qui... Non, je ne dis pas que ça va apporter des problèmes, mais ça, pour moi, ça ne va rien changer. Ça ne va pas rapporter des problèmes, mais ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. Parce que le but, c'est que nous, déjà, on commence déjà à s'entendre entre nous. C'est pas les flics. Ça n'a rien changé autour de nous. Alors, merci. Donc, Leïla et Cozy nous ont rejoints. Leïla Kouel parlera rénovation urbaine avec vous dans un second temps. Mais tout de suite, Cozy Pastakia, on va parler dans la foulée de ce reportage
Ça vient de la rue, issu du Bondi Blog. On va parler sécurité avec vous. Exactement. Bonsoir, Monsieur Borloo. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo et nous, au Bondi Blog, on essaie de l'expliquer aussi dans nos articles, il y a une réelle défiance en fait des deux côtés, aussi bien des forces de l'ordre que de la population. Mais il y a quand même une vraie volonté d'améliorer les choses. Et aujourd'hui, un des facteurs qui crée du ressenti et qui est dénoncé par bon nombre d'associations et d'habitants, c'est le contrôle aux faciès. Dans votre rapport, vous n'en parlez pas du tout. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui n'existe pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai discuté avec un paquet d'associations, de gens, etc. Bon. Moi, je suis très... j'ai mis, mais de manière un peu allusive, je reconnais, mais c'était pas cette histoire de vidéo. Bon, je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce qu'on ne peut pas expérimenter la vidéo? Alors, la vidéo partout. C'est la vidéo au truc, mais la vidéo dans les enquêtes, la vidéo dans les commissariats... Je suis même allé voir des syndicats, des deux, à la fois avocats, associations et syndicats de police. Je fais travail. Il ne faut pas que ça devienne... Moi, je pense qu'il faudrait expérimenter. Voilà. Est-ce qu'on peut sortir de cette situation par ça? Est-ce qu'il y a d'autres outils? Je n'en sais rien. Probablement. Est-ce que avoir des policiers qui ne soient pas en premier poste, extrêmement aguerri, extrêmement relax. Moi, je sais, je suis allé regarder dans le détail comment se faisaient les affectations. Bon. Alors, Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est X qui est affecté à tel endroit, commissariat, oui. Voilà, à tel commissariat ou à telle brigade ou à tel équipage, comme on dit. Bon. Alors, c'est terrible parce que au fond, c'est pas les postes les plus demandés. Il faut pas se raconter d'histoire, même s'il y a des gens qui veulent, hein, ça existe, mais quand même, c'est pas la majorité du genre. Bon. Et alors, j'ai constaté que quand quelqu'un était affecté, s'il était au-dessus d'un certain nombre de points, donc ça veut dire d'ancienneté, il pouvait demander à partir à Bayonne au comité paritaire suivant. Bon. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de premiers postes, de jeunes gens ou de jeunes femmes qui ne sont pas forcément originaires en plus du quartier. Bon. Donc, premier... Il faudrait qu'il le soit pour vous? En tous les cas, qu'il soit aguerri. Alors, quand on est aguerri, on peut être aguerri parce qu'on est ancien là, aguerri parce qu'on a fait 15 ou 20 ans. Enfin, moi, je pense que des professionnels aguerris sont beaucoup plus relax, n'ont pas peur, ont peur juste dans l'exercice du métier, c'est une confrontation, mais les restes n'ont pas peur. Je pense qu'il y a une espèce de peur un peu humiliante. Enfin, bon, moi, j'ai esquissé, en ayant pris des précautions, apparemment, il est imaginable de mettre des caméras, de la vidéo, pardon, hein, de la vidéo, non, de la vidéo, alors non pas seulement piéton, aussi dans les enquêtes, au commissariat, enfin quand on a les instructions, etc. De toute façon, c'est fait en Angleterre, c'est fait en France. Par exemple, filmer les entretiens de garde à vue, les caméras. Bon, mais c'est pas, c'est fait en Angleterre. C'est fait en France pour les procédures des jeunes enfants. Hein, donc, c'est pas un truc... Bon, alors, ça a eu beaucoup de mal à se mettre en place. C'est assez complexe. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on est dans un monde moderne complètement digitalisé. Ça pourrait être l'œil de confiance, si j'ose dire, qui pourrait bien apaiser. Mais c'est un sujet absolument réel. Mais est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes pour le récépissé, pour l'expérimentation du récépissé? Oui, je vois pas très bien pourquoi ça ne pourrait pas être un problème d'une grande gravité, ça. Mais je ne pense pas que ça soit très suffisant. Hein. Moi, je pense vraiment que si on avait un système de témoignage, au fond, par la vidéo, ça doit pouvoir s'organiser assez simplement. Moi, ça me paraît, donc je le dis, une expérimentation. Je propose même une circonscription judiciaire où ça pourrait être testé. Ça va sûrement faire un peu débat, mais je pense que si vous avez d'autres idées, moi je suis tout à fait preneur. Hein. Mais pour l'instant, c'est celle qui me paraît la plus dense. Et justement, dans votre projet, vous mettez en avant ce renforcement de la vidéosurveillance, du déploiement de la vidéosurveillance. Sur quoi vous vous reposez pour dire que c'est une bonne solution pour lutter contre la délinquance? Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a des villes pauvres et il y a des villes riches. Que les villes riches ont des moyens de sécurité en police municipale, en logistique, vidéo, machin, etc. Et je dis, à partir du moment où c'est une volonté de la démocratie locale,
Je ne vois pas pourquoi il y aurait des villes qui ont des capacités à mettre des moyens considérables, qu'on peut à la sortie des écoles, et d'autres pas. Donc je souhaite qu'il y ait une capacité, j'ai expliqué dans quel fond, de fonds à la disposition des maires. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des communes qui ont des quartiers en grande difficulté, qui ont déjà, globalement, pas de financement, et qui en plus ne pourraient pas se doter si c'était la volonté de la population. Moi, je dis que ça. Mais est-ce que les moyens, c'est là qu'il faut les mettre dans la vidéosurveillance? Non, mais moi, ce que je dis, je veux dire, moi, je ne suis pas le maire des villes en question. Ce que je dis, c'est qu'il y a des villes je vais vous donner un chiffre pour bien comprendre. Même population, plutôt, même population, 180 millions de recettes, donc de dépenses possibles pour les gens. Garges-les-Gonesse, c'est pas très loin. Même population, 66 millions. Je veux dire, dans un cas, tu as des crèches partout, t'en as pas. Un cas, tu as 4 piscines, t'en as pas. Un cas, tu as des moyens de surveillance ou de sécurité paisible, d'ailleurs. Ça me prend des agents municipaux qui se prennent. Dans le cas, tu n'en as pas. Bon. Aussi, c'est des choix politiques qui sont faits, des choix politiques de mettre plus de moyens dans la sécurité et dans la vidéosurveillance, c'est de l'argent en moins qui est mis dans la culture ou dans les aides aux associations ou dans la prévention. Ce que je vous dis, c'est quand il y en a un qui en a 3 fois plus de moyens, et il en mettra 3 fois plus partout. Voilà, c'est ça ce que je veux vous dire. Moi, mon combat, c'est que les mairies aient raisonnablement des moyens à peu près équivalents. Il y a vraiment, il faut vous rendre compte de la situation financière des villes, alors un peu partout en France, qui sont en très grande difficulté. C'est une catastrophe. Voilà. Donc moi, je suis pour ça. S'ils veulent équiper comme ça, mais je vois pas pourquoi Nice pourrait faire, je sais pas combien, il y a des centres partout, mais je suis ni pour ni contre, ça ne me regarde pas. Mais s'il y a notre maire... C'est une question d'efficacité, M. Barlot. On a les chiffres, par exemple, sur l'efficacité des caméras vidéosurveillance. Moi, je dis simplement que si les mairies... Moi, j'ai travaillé avec tout le monde. S'il y a des mairies qui souhaitent le faire et qui ne peuvent pas le faire, je ne vois pas pourquoi d'autres aient les moyens et ceux-là les pas. Voilà, c'est tout. Moi, je sais pas... Après, c'est la population qui décide de garder le maire ou la maire, les virer, sont contents, pas contents. Après, c'est la démocratie locale. Pas à moi de dire, il faut faire... C'est comme la cantine gratuite. Moi, je pense qu'il faut que l'État compense de 2 € parce qu'on a les chiffres exacts, bon, très bien, mais il y a quand même un petit peu plus de la ville. Bon, ben, si la ville ne veut pas, c'est pas... En tous les cas, tout le monde aura la capacité de le faire s'il le décide. Juste pour terminer sur cette histoire de vidéosurveillance, le sociologue Laurent Mucchielli a écrit un livre. Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance. Et selon son enquête menée entre 2012 et 2016, il y aurait seulement entre 1 et 3% des affaires de délinquance qui seraient résolues grâce à la vidéosurveillance. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste. La vidéosurveillance, ça veut dire... Pour fou complètement. Je dis que lorsqu'il y a des moyens, avec les moyens de sécurité, ils sont de toute nature. La promenade paisible, enfin, je veux dire, il y a plein de façons. Il y a beaucoup de maires, excusez-moi, de villes en grande difficulté, qui sont très estimables, qui ont envie à quelques endroits d'en avoir. Ils ne peuvent pas. Ben voilà, il y en a qui en ont foutu à tous les coins de rue, dans tous les cafés. Qu'est-ce que je vous dis? Donc, c'est comme ça. Non, mais c'est pas ça. Demandé, Non, mais pas. Non, moi, je souhaite qu'il y ait un minimum de capacité des communes pauvres. Après, c'est la démocratie locale qui s'organise. On fait ce qu'on veut avec l'argent qu'on aura au moins réussi à remobiliser. Mais ce dont je parlais, moi, c'était pas ça. Hein. Ce dont je parlais, c'était la capacité à pouvoir filmer la situation judiciaire et policière, qui me paraît quand même un problème à tous les bouts de la chaîne, de fond quand même très important. À côté de Cozy, que je remercie, Leïla Kouel voulait revenir avec vous un petit peu sur la rénovation urbaine. La relance de la rénovation urbaine, justement, c'est le premier programme de votre rapport. C'est un vaste chantier pour vous, on le comprend bien dans votre rapport. Alors, avant d'évoquer vos propositions, je voulais qu'on revienne sur l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a été créée sous votre impulsion en 2004, lorsque vous étiez ministre de la Ville. 14 ans plus tard, quel bilan on peut en tirer de cette agence ? Alors, d'abord, le bilan, il faut demander aux gens qui vivent. Je pense que c'est mieux que ce soit eux. Vous avez d'ailleurs les sondages qui sont faits par BVA, etc. Les gens, en gros, pour simplifier, hein, et je ne veux pas du tout, moi, faire un jugement global. Les personnes qui ont bénéficié réellement du programme de rénovation urbaine, elles disent à 90% qu'elles sont satisfaites, mais ça, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Les gens des quartiers d'à côté, parce que, vous savez, la grande critique, c'est « ouais, mais les gens du centre-ville, ils trouvent que c'est scandaleux, qu'on fasse ça, vous l'avez entendu ». Sauf que 94% des gens des centres-villes, de la même ville, considèrent qu'il fallait le faire. Bon, voilà, donc premier sujet,
les gens qui en ont, les familles qui en ont directement bénéficié, elles sont contentes d'en avoir bénéficié. Bon. Globalement, si on regarde les sondages nationaux, on tombe à 80%, ce qui reste quand même quelque chose d'assez raisonnable. Quand on dit d'ailleurs, autre question, est-ce qu'une politique de la ville est utile ou pas, on voit 90% des Français, contrairement à ce qu'on entend sur les ondes, des grands commentateurs, ça sert à rien, ça. Sauf qu'il y a 90% des Français, vous avez le sondage BVA qui est assez récent, qui dit c'est ou important ou prioritaire. Ça fait que 38 et 52, si ma mémoire est bonne. Bon. Maintenant, si vous voulez, sortir de logements sociaux ultra dégradés, parce qu'il s'agit vraiment de ça, ou les réhabiliter, les résidentialiser, parfois reconstruire, c'est ni l'alpha et l'oméga de tout, mais je considère que c'est un minimum qu'on doit à la population qui y vit. Voilà. Ça me paraît un minimum. Ça ne prétend en aucunement résoudre tous les problèmes des quartiers, en aucun cas. Mais je ne vois pas à quel titre ces logements sociaux créés très rapidement dans les années 60 sur des terrains, parfois des cicatrices urbaines, parfois carrément très à l'extérieur des villes, dans un système refermé sur lui-même, qui construit très vite, en de mauvaises conditions, s'est dégradé encore plus vite. Je ne vois pas à quel titre on considérait qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, je maintiens... Alors, j'ai tout lu sur l'urbain, l'humain. Enfin, il n'y a que les gens qui ne vivent pas dans le quartier qui opposent l'humain à l'urbain. Aller avec les gens, être sur place pour voir un peu comment ça change la vie. Maintenant, est-ce que ça résout tout? Évidemment pas. Tout ça, c'est une pure... moi, je vous dis, il faut au moins 20 programmes dans tous les domaines, de la petite enfance, l'école, même si c'est pas parfait, sur l'emploi, les trucs, même si c'est... Il faut tout faire en même temps. Mais je maintiens que ce cadre de vie, il n'y a aucune raison qu'une partie de nos concitoyens, dans des centres-villes parfois qui sont ultra dégradés, dans des villes très pauvres, moi ça m'était arrivé à Valenciennes, donc tout ce qui est dégradé au fond, il faut le requalifier. Voilà, ça me paraît absolument élémentaire et basique. Vous parlez des habitants, justement. Ces travaux de rénovation et de démolition se font sans, voire contre eux, souvent. Alors, on a des comités anti-démolition qui voient le jour, notamment en Seine-Saint-Denis ou ailleurs en région parisienne. On a un exemple très concret en cours en ce moment à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine. Il y a la cité de la Butte Rouge, où il y a un projet de rénovation qui est en train d'être mis en place. Donc, la cité de la Butte Rouge, c'est 10 000 personnes en tout. Et donc, c'est un projet de rénovation de la cité Jardin qui prévoit notamment la construction de propriétés en accession à la propriété. Oui, c'est ça, de logements en accession à la propriété. Une pétition a été lancée dans le quartier. Elle a réuni quasiment plus de 1200 signataires maintenant. Et certains habitants craignent qu'il y ait une épuration sociale. C'est d'ailleurs ce qu'une habitante nous disait sur le Bondi Blog, dans notre rubrique participative Ma Cité va rester, où l'ambition de cette rubrique, c'est de redonner de la valeur à cette mémoire des quartiers qui n'existe plus avec ces travaux de rénovation en perpétuelle construction. Et du coup, cette habitante, voilà ce qu'elle nous écrit. Elle dit, au nom de la mixité sociale, on veut détruire une grande partie de la butte. Un tiers des logements resteront des logements sociaux adaptés aux ressources des habitants d'ici. Un autre tiers sera constitué de logements sociaux intermédiaires. Et enfin, le dernier destiné à l'accession à la propriété. Sauf qu'on n'a clairement pas la thune d'être propriétaire. Ça veut dire quoi pour nous ? Qu'ils vont nous reloger, que ça va devenir le Grand Paris. Peut-être que c'est un endroit trop beau pour des gens comme nous. Si on a intégré finalement des habitants dans la réflexion, est-ce qu'on pourrait éviter ce genre de situation? Non, mais il faut l'éviter. Enfin, moi, j'ai lancé ça il y a 15 ans. Je ne vais pas me déposer, mais enfin, veuillez pas dans l'urgence. Bon, je crois que les gens de la Duchère étaient bien contents. Enfin, je veux dire, j'ai pas le souvenir. Vous savez, moi, j'ai assisté beaucoup à ça dans tous les quartiers à l'époque. C'était parce qu'en même temps, les gens applaudissaient. Et en même temps, c'est une partie de leur vie qui disparaissait. Voilà. Ça, vous pouvez. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Et puis après, il y a des erreurs. Je veux dire, c'est pas parce que il y a une organisation qui met des moyens au HLM pour rénover leur parc qu'on est obligé de faire tout et n'importe quoi. Je veux dire, c'est une absolue évidence. C'est pas réhabiliter. Vous savez combien? 600 000 réhabilitations, résidentialisation.
600 000 gens qui restaient chez eux, ça va passer juste une amélioration. Et puis des jardins de vent, etc. C'est plutôt mieux. Après, c'est 150 à peu près 1000 qui ont été détruits, reconstruits. Il y a probablement eu des erreurs. Mais ça, excusez-moi, c'est l'affaire des maires et de l'office d'HLM de l'endroit. Si vous avez des élus... Enfin, la grande majorité des élus... pas un intérêt majeur à faire ça sans une adhésion totale de la population. Enfin, ça me paraît... C'est dans le faire. Vous faites une cuisine, elle est bonne, elle est mauvaise. Il y a des gens qui peuvent être des mauvais cuistots. Bon, ça peut arriver. Mais l'idée qu'il y ait un cadre de vie de qualité à peu près partout en France, pas seulement dans les quartiers, mais aux Antilles, on a un problème équivalent. Et vous avez des villes moyennes dans des bassins en crise, on a à peu près les mêmes problèmes, que globalement, la République, dans toutes ses composantes, décide de remettre au niveau la qualité urbaine, les équipements scolaires, les équipements sportifs, parce que tout ça va avec, de ces quartiers. Et excusez-moi, ça me paraît le minimum que la République doit faire. La question qui est posée, c'est celle à quel moment on peut consulter, apporter la démocratie locale des habitants. C'est comment les habitants peuvent être constamment mais ils doivent l'être tout le temps. Et c'est l'affichage, parce qu'il y a des réunions publiques qui sont organisées, mais souvent elles sont décriées par les habitants en disant c'est de l'affichage. Mais bien sûr. Mais je vous dis simplement une chose, pour vraiment, là c'est mes tripes, je suis désolé, mais il y avait des sites dans un état tellement lamentable qu'il y avait une urgence. Et le combat, ça a quand même été de pousser les bureaucrates à faire plutôt que c'est les habitants qui étaient convaincus. Je veux dire, moi, j'en ai fait des réunions. Alors après, il y a oui, mais attendez, pourquoi plutôt cette barre que d'autres? Enfin, je veux dire, toutes les problématiques de la vie, on touche à quelque chose qui est essentiel, on touche au nid. Évidemment que c'est compliqué, évidemment. Et l'idée qu'on serait dans une espèce de pays, de dictature, on arriverait, on dirait là, on va faire tout ça. D'ailleurs, ça ne se fait pas. En vérité, ça ne se fait pas. Mais moi, je revendique le fait que notre pays doit avoir sur le territoire national des qualités urbaines, des qualités d'équipement, des qualités d'école, des qualités de sport, des qualités de transport, excusez-moi, de transport raisonnablement équivalent. Vous n'aurez jamais tout pareil, mais qui est au moins un minimum. Pourquoi j'ai proposé une cour de justice territoriale, une cour d'équité territoriale. Parce que moi, j'en ai marre qu'on donne des chiffres, on va réduire le nombre, doubler le nombre d'apprentis dans les 5 ans, et en fait, on n'a jamais en face les moyens. On a des chiffres globaux. Or, il y a plein d'acteurs. Et s'il n'y a pas eu d'obligation de moyens, avec une cour de justice qui peut faire une enquête, qui peut faire venir le chef de service d'une agglomération, d'un office d'HLM, de chef du service de la DGUHC du ministère, de l'urbanisme, sous serment. Bon, on en est où pour essayer de revenir vers l'équité territoriale? Si vous n'avez pas un outil comme ça, passer l'effet de l'instant, même avec un comité de suivi, même toutes les impulsions que vous voulez, si vous n'avez pas un outil d'équité territoriale, dans 10 ans, on sera retombé dans des travers pareils. Une dernière question peut-être sur le plan de l'argent, parce que ça coûte de l'argent. C'est ce plan cette relance de rénovation urbaine. À la place de l'ANRU, vous proposez la formation, la création d'une fondation qui va regrouper à la fois les collectivités territoriales, les financeurs dont vous venez de parler, les partenaires sociaux et les bailleurs. Et cette fondation bénéficierait d'actifs et de ressources d'Action Logement, ex-1% Logement, qui est un acteur privé du logement social. En clair, vous voulez démanteler l'Action Logement? Non, pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est au contraire tout l'inverse. Moi, j'ai simplement constaté, l'ANRU, ça a démarré de manière assez rapide. C'est quand même assez rare qu'un programme atteigne 5-6 milliards par an de travaux dans les conditions. Sur un sujet difficile quand même, extrêmement difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, c'était un outil indépendant. C'était un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Bon. Donc c'était l'outil de tout le monde. En fond, c'était le tiers de confiance. Tout le monde était là. Qu'est-ce qu'on doit faire à Surville, à Montreux? Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel ou tel quartier? Puis il y avait tout le monde. La SA, l'office, le maire, 1% logement, c'était Action Logement avant, les fonds européens, la Caisse des dépôts, la CGT était là, tout le monde était là.
Dit bon, alors on fait comment? Bon, d'accord, on fait ça, tout le monde est d'accord, on se revoit 3 fois, 4 fois, 5 fois. Puis après, il y a une espèce d'accord de bras. Et tout le monde mettait au pot. C'était un tiers de confiance. Ça s'est transformé en petit à petit. Alors, premier arrêté ministériel, il faut qu'il y ait un agent comptable. Deuxième arrêté, il faut qu'il y ait un accord préalable du budget, alors que c'est même pas son argent. Troisième truc, c'est devenu un service de l'État, mais d'un État impécunieux, qui lui finance pas. Et donc ça s'est arrêté, sans que personne n'ait jamais décidé, en 2014. Le nouveau programme de rénovation urbaine n'a toujours pas démarré 4 ans après. Donc où on dit le pays dit non, on arrête, on fait plus pour les quartiers. À la limite, c'est un débat. Bon. Mais on ne peut pas continuer à raconter qu'on fait, et moi je te mets 5 milliards, moi je te mets 10 milliards, alors qu'en réalité, il se passe rien. Oui, c'est l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron de doubler à 10 milliards d'euros. Oui, sauf qu'il ne se passera rien, parce que la machine est bloquée. Ce n'est plus un tiers de confiance. Mais je ne mets pas en cause la volonté des uns des autres. Donc j'ai essayé de réfléchir avec 2 hypothèses, revenir à ce qu'était l'ANRU de départ, hein, ce que je dis en 2 phrases, hein, redevenir un tiers de confiance, ou considérer qu'il y a des actifs inutilisés qui, au fond, ne sont pas la propriété de tel ou tel, c'est pas la propriété d'Action Logement, c'est à la nation, Bon. Donc en discutant avec les partenaires sociaux qui président ça, en disant avec eux, mais finalement, et pourquoi vous ne donneriez pas un coup de main plus large, en plus de du financement du logement social, à l'ensemble des quartiers, et pas seulement ceux de la politique de la ville, tous ceux qui ont besoin de rehausser le niveau de qualité urbaine. Avec cette proposition-là, Bah, est-ce que vous les avez consultés? Bah, évidemment. Maintenant, on a passé 10 réunions là-dessus. Alors une fois de plus, ils sont non mais tout ce que j'ai mis là, c'est pour ça que c'est peut-être pas parfait chaque fois, mais tout ça a été et ça n'engage pas les gens. Mais je ne l'ai pas écrit. Vous n'avez pas eu de réaction, disons c'est scandaleux. Bon. Donc, non, mais c'est les ponts du mois de mai, on attend un petit peu. Ah, d'accord. Mais ça va sûrement venir, la grâce pascale. Bon. Mais, donc, c'est sur la table. Eux-mêmes, c'est un débat en interne. Mais l'idée d'avoir un outil qui n'est pas maastrichtien, vous savez, cette règle des 3% qui fait que tu ne peux rien faire, jamais emprunter, qui a des recettes stables, qui permet de lancer tout de suite, parce que ce n'est pas maastrichtien, un grand programme de requalification de, au gros, tous les quartiers, pas seulement de la politique de la ville. Parce qu'il y a des endroits de pauvreté et qui ne sont pas que la politique de la ville, sur lesquels il n'y a pas les équipements de base. Moi, je suis pour qu'il y ait un minimum d'équité républicaine. Alors, peut-être qu'il suffira de redonner à l'ANRU sa jeunesse et son agilité. Moi, je ne défends pas tel ou tel. Je dis, voilà, il y a 2 schémas qui sont clairement en tête, enfin, qui sont clairement posés, négociés avec le partenaire. Maintenant, il faut que l'État et eux discutent, ou voilà. Mais ça a été travaillé avec eux, bien sûr. Jean-Louis Borloo, merci beaucoup.